Et donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du T-Talk, l'émission de la région Bretagne. Donc aujourd'hui nous avons deux invités, monsieur Stéphane Perrin-Sarzier qui est le vice-président chargé aux finances et madame Gaëlle Stradic qui est vice-présidente chargée à la culture. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Donc là nous allons discuter de la session qui vient de se passer là sur ces 3 derniers jours pendant laquelle le conseil régional a voté le budget primitif de 2026. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai un petit défi pour vous, c'est de vous présenter en 30 secondes. Donc là j'ai un sablier et vous décidez de ce que vous nous présentez de vous. C'est ok pour vous ? Ouais. On y va ? Ouais. Madame Stradic, vous commencez ? Allez. C'est parti. Donc Gaëlle Stradic, 45 ans, je suis lorientaise, je suis élue à la ville de Lorient dans l'opposition, je suis chef de file de l'opposition et je suis vice-présidente culture de la région Bretagne, mais j'ai une vie à côté de ça aussi, je suis maman de 3 enfants, ce qui prend un petit peu de temps, et puis professionnellement, je suis conseillère en insertion sociale, j'accompagne les gens qui sont en précarité, voilà. Eh ben nickel, même... Je peux rajouter des choses ? Non, c'est... Alors, dépêchez-vous. Bah non, maintenant je vais passer la main C'est écrit dans Fort Boyard. Ah, vous êtes prêts ? Allez. Donc Stéphane Perrin-Sarzier, 47 ans. Vice-président avec une délégation qui recouvre les finances, qui était notre sujet du jour, les ressources humaines, les moyens généraux, c'est-à-dire le fonctionnement interne de la maison. Et puis j'ai aussi dans ma délégation l'Europe et l'international. J'ai longtemps été sur le territoire de Saint-Malo en tant qu'élu d'opposition également. Et j'y suis toujours beaucoup parce que je m'occupe par ailleurs du port de Saint-Malo pour le compte du conseil régional. Et puis j'ai terminé mon temps. Parfait. Eh bien, merci pour cette présentation. Donc je vais commencer avec vous. On va d'abord... J'aimerais bien que vous m'expliquiez très rapidement et assez simplement ce qu'on a fait là pendant ces 3 derniers jours. Qu'est-ce que le budget, le budget primitif de la région qui a été voté ? À quoi ça sert ? Quelles sont ses grandes lignes ? Quelle est sa taille, etc. Alors dans une collectivité, le premier temps, c'est effectivement de voter un budget, qu'on dit budget primitif. Primitif parce qu'il peut être modifié en cours d'année. C'est une prévision. Prévision des recettes qu'on va recevoir et puis prévision des dépenses qu'on va engager. Que ce soit sur du fonctionnement. Alors, quand on dit fonctionnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le fonctionnement de la maison, mais en fait, c'est beaucoup plus de choses. C'est le fonctionnement des services publics, les lycées, les transports, et puis l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs en termes de formation professionnelle, en termes de culture, par exemple, en termes de sport. Et puis, il y a des projets d'investissement, où là aussi, c'est soit des investissements sur notre propre patrimoine, mais c'est aussi des investissements qu'on accompagne, soit de communes, soit d'intercommunalités ou d'acteurs économiques. Donc c'est une prévision. Donc c'est un exercice qui est parfois un peu compliqué, mais en tout cas il est lié à notre programme sur lequel on a été élu et aux grands axes des choix qui sont les nôtres. Et ce budget-là, il a été élaboré dans un contexte assez particulier parce qu'on est en février, on vote un budget qui porte sur l'année 2026. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en fait, quel a été ce contexte ? Alors, qu'on vote un budget alors que l'année est déjà commencée, c'est, à vrai dire, pas ça qui est le plus complexe. Le plus complexe, c'est que pour voter ce budget aujourd'hui, on a commencé à le préparer dès l'été dernier, en réalité. Et le problème, c'est que pour préparer ce budget, il faut qu'on soit au courant des recettes que l'on va avoir. Et comme toutes nos recettes viennent de l'État, il faut que le budget de l'État soit voté. Bon, et comme vous le savez, le budget il a été voté très tardivement, au mois de janvier. Donc on a dû faire un exercice qui était compliqué parce que finalement, on l'a fait sans avoir les grandes lignes de ce qui allait réellement être nos recettes. Et vous comprenez bien que décider de nos dépenses sans savoir de combien on va disposer, ça a été un exercice assez redoutable. Donc on a fait quand même cet exercice-là, en étant prudent pour d'abord assurer le fonctionnement de nos services publics et puis assumer nos priorités politiques. Voilà. Donc c'est un exercice qui effectivement sur lequel on va devoir revenir. Donc on aura une session au mois de juin et vraisemblablement on va revenir sur cet exercice budgétaire pour le corriger maintenant que l'on a les données de l'État. Ok. Et du coup, dans ces priorités, il y a un choix politique fort qui a été fait, c'est de continuer à maintenir le budget de la culture, des langues et des sports pour la 9e année consécutive, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce si important de conserver ce budget-là ?
Alors effectivement, depuis 2017, le président Loïc Chenet-Gérard a souhaité maintenir ce budget de la culture, mais vous l'avez précisé aussi des langues et du sport. Et forcément, la vice-présidente que je suis est plutôt satisfaite de ce choix. Pourquoi on fait ça ? Eh bien parce que ces 3 domaines, c'est ce qui représente la Bretagne. C'est l'âme de la Bretagne, mais ce n'est pas que ça. Quand vous allez dans un festival, dans un musée, peu importe, un stade de foot ou de basket, etc. Vous vivez des choses avec les autres. Et ça permet de faire du lien. Donc c'est de la cohésion sociale, c'est de la cohésion aussi de territoire, parce qu'on a des acteurs culturels, des lieux culturels partout en Bretagne, des festivals partout, mais vraiment partout en Bretagne. Donc c'est aussi de la cohésion, parce que la culture, c'est un levier aussi très important de développement économique. Bien sûr, il y a des emplois qui sont directement raccrochés aux acteurs culturels. On pense forcément aux artistes, mais aussi à tout ce qui gravite autour. On est aussi une terre de films. Donc ça peut être les réalisateurs, les producteurs. Donc tous ces gens-là sont en Bretagne. Et puis quand vous avez un festival, je ne doute pas que vous alliez pour écouter de la musique, mais je suis à peu près persuadée que tous les Bretons et les Bretonnes aussi prennent de la bière, mangent une galette saucisse, etc. Et bien tout ça, ça fait vivre aussi l'économie qui a tout autour. Oui. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, et ça c'est un axe fort aussi de notre politique culturelle, c'est soutenir la création. Parce que la création, c'est ce qui permet de raconter le monde avec son point de vue en tant qu'artiste, mais ça permet aussi du coup d'avoir une pluralité d'expression, et c'est cette fameuse liberté d'expression qui en ce moment est quand même farouchement attaquée par certains. Et donc voilà, c'est tout ça que dit aussi le maintien du budget culture. C'est vraiment ces 3 grandes raisons qui font que on s'est dit que pour la Bretagne, c'était un investissement stratégique et non pas un coût. Oui, bien sûr. Ouais, c'est vraiment une identité. Moi, j'ai appris grâce à cette session qu'effectivement, il y avait plus de 700 festivals qui se faisaient chaque année en Bretagne. C'est un chiffre énorme. On a beaucoup de festivals, mais on a beaucoup d'événements. Je pense à des événements sportifs de très grande ampleur. On a eu les Tours de France qui sont passés en Bretagne. Moi, j'ai eu la chance de les couvrir pour la région. Il y avait une ambiance dingue, une ferveur des Bretonnes et des Bretons qui était incroyable. Là, on a plein d'autres événements qui vont arriver, donc notamment le départ de la route du Rhum. C'est vraiment un état d'esprit pour les Bretons en fait. Cette culture, c'est quelque chose qui nous définit. Quand on pense à la Bretagne, on pense à la fête, on pense à tout ça. Mais oui, effectivement, 700 festivals. Alors la région Bretagne, soyons honnêtes, n'accompagne pas les 700 festivals. Mais on en accompagne quand même aux alentours de 220-230. Ça va de nos gros, on va dire, des gros festivals. On peut penser aux Tombées de la Nuit. Je suis lorientaise, donc je vais parler du Festival interceltique de Lorient, mais aussi à des festivals qui se trouvent soit de plus petite envergure, mais avec une spécificité particulière. Je pense par exemple à Binic, mais il y a aussi Chaustetong. Avec plein d'esthétiques aussi différentes. En festival, on pense souvent musique, mais il y a du théâtre, il y a des arts de rue. J'habite sur un territoire qui est juste à côté de Quimper-les-Communautés, et Quimper-les-Communautés a un festival qui s'appelle l'Eria d'art de rue, qui sillonne leur territoire et qui est vraiment assez surprenant. Et c'est ça la culture, c'est se faire se rencontrer, et on regarde tous momentanément dans le même sens et on vit des émotions ensemble, et du coup ça permet de discuter avec le voisin qu'on ne connaît pas, et donc on fait tomber des barrières, et ça sert à ça aussi, à rester dans ce monde du vivre ensemble. Bien sûr. Et là c'est une question un peu pour vous deux, mais en fait on voit bien que ce budget, la culture, des langues du sport, c'est souvent un des premiers budgets sur lesquels on fait des baisses, qu'on ponctionne au niveau de l'État ou des autres collectivités. Alors comment ça s'organise entre vous, ce dialogue entre le budget de la culture, le budget général? Comment on fait pour concilier les contraintes budgétaires de dépenses des recettes et des choses comme ça, et le fait de maintenir, de sanctuariser encore ce budget-là? Si on ne pose pas la règle dès le départ que ces budgets-là sont sanctuarisés, on sait effectivement, comme vous l'avez dit, qu'ils vont être à la baisse. Et ce ne sont pas les plus gros budgets de la collectivité. Donc si vous ne fixez pas la règle dès le départ, et bien après, quand on commence les discussions, on va avoir les
grandes compétences, les grosses compétences qui consomment beaucoup de budget, comme les mobilités, comme les lycées, etc. Et donc, à la fin, on va dire aux autres, vous partagez le reste. Donc, il faut un peu renverser la règle. Et donc, c'est pour ça qu'en fixant cette règle dès le départ, cette sanctuarisation, c'est à tout le monde, du coup, de faire des efforts. Alors, je précise que le budget il est sanctuarisé. Ça ne veut pas dire que Gaël, dans sa relation aux partenaires, n'est pas obligé de rediscuter des choses. Parce qu'on sait, elle le dira mieux que moi, que les partenaires, ils sont aussi confrontés à des coûts croissants. Donc, on nous dit parfois que même en maintenant, on n'est pas à la hauteur des demandes. Et c'est vrai. Mais ce qu'il nous faut, nous, faire, c'est effectivement poser cette règle. Et puis après, chaque collègue, et y compris Gaël dans sa délégation, va reprendre ligne à ligne à l'intérieur et va re-questionner. Et donc, la commande qu'on s'est fixée, que nous a fixé le président en tout cas, c'est de dire quel est l'impact de ce que vous faites. Chaque euro, il doit avoir le plus fort impact possible pour les Bretonnes et les Bretons. Et donc forcément, ça induit derrière de faire des priorités à l'intérieur de chaque programme budgétaire. Donc chaque collègue fait ses priorités. Moi-même, j'ai en charge, je l'ai dit, l'Europe et l'international. On a dû faire des choix. On a renoncé à certaines coopérations qui étaient un peu lointaines, qui nous apportaient moins pour nous compenser, orienter plutôt sur les coopérations prioritaires. On a préservé la mobilité des lycéens, internationale des lycéens. Mais ça veut dire qu'on en a un peu moins fait pour d'autres établissements, mais où les publics ont peut-être plus la chance de partir facilement à l'international. Donc c'est cet exercice-là qu'on doit faire au quotidien dans la préparation. C'est pour ça que je dis qu'il faut commencer à l'été pour pouvoir voter un budget aujourd'hui. Tout à fait. Merci, c'est très clair. Moi, j'aimerais aborder un tout dernier sujet. C'est donc plus sur ce budget-là, la façon dont on communique autour de ce sujet, qui n'est pas forcément, on va dire, le plus fun pour les Bretons et les Bretonnes au quotidien. C'est pas un sujet, on va l'avouer, qui déchaîne les foules en fait. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. Nous, on a pris le parti cette année de communiquer sur un ton un peu plus décalé sur le budget, partir sur de l'humour pour essayer de toucher un maximum de gens. Vous, en tant que professeur, en plus, à côté, est-ce que vous avez des pistes pour intéresser les Bretons et les Bretonnes ? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour que... Je crois qu'il faut, paradoxalement, il ne faut pas parler trop d'argent. Parce que si on parle d'argent, si je vous dis que le budget de la région, c'est 2 milliards d'euros aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est pas assez en réalité au regard des enjeux, et 2 milliards, ça ne veut rien dire. Donc, on a eu l'exemple avec une décision qu'on a malheureusement dû prendre et sur laquelle on espère revenir, qui est le nombre de places en école d'infirmiers et d'infirmières qu'on a dû retirer, c'est plus de 200. Bon, là, ça parle. Oui. Quand on est en capacité de dire combien de fréquences de TER, combien de TER en plus on est capable de mettre dans une gare à tel endroit, quand on est capable de dire que la fibre, elle dessert 100% des Bretonnes et des Bretons, ça parle. Donc je pense qu'en fait, un budget, l'erreur que je peux même faire parfois moi-même, c'est peut-être de trop parler de chiffres et de ne pas donner à voir sur ce que ça sert en service public. Le fait que Gaël dise on accompagne plus de 200 festivals, là, ça matérialise quelque chose. Et on voit bien que si la région n'était pas là, ces 200 festivals, ils seraient peut-être en fragilité, peut-être disparaîtraient-ils. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on donne à voir plutôt sur l'impact, ce qui est donné aux gens en service public. Au quotidien des Bretons et des Bretons. Et puis c'est pour ça qu'on fait un budget en fait. C'est pour améliorer le quotidien des gens. C'est pas pour... même si Stéphane joue très bien avec les chiffres, oui. mais effectivement, c'est pas la grande passion de tout le monde. Mais par contre, ce qui nous intéresse, mais ça vaut pour tous les budgets, que ce soit le national, celui de votre commune, etc., c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public. Et donc voilà, nous, c'est ce qu'on a expliqué pendant 2 jours et demi, là, c'est ou 2 jours, qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent pour la région Bretagne et surtout pour les Bretons et les Bretonnes. C'est parler un maximum d'humain plutôt que de chiffres. Absolument. C'est ça. Et petite question, cet amour des chiffres, il est là depuis toujours ou... Pas du tout, parce que je ne suis pas comptable de métier, moi je suis plutôt juriste de métier. Donc c'est mon 10e budget que je présente, 10e budget de la collectivité. Mais je m'y suis intéressé parce que moi j'aime beaucoup la chose publique depuis longtemps, et c'est vrai que
ma fonction, elle a au moins un mérite, c'est que je m'intéresse à tout, puisque j'apprends comment on mène une politique culturelle alors que je n'y connais absolument rien au départ, encore moins qu'en matière budgétaire. Comment on conduit des politiques sur les transports, comment on conduit des politiques sportives, comment on accompagne les jeunes. Voilà, tout ça, c'est des sujets que je ne connais pas. Et donc, à la place où je suis obligé de m'intéresser un peu à tout. Alors, je suis une spécialiste de rien, mais j'ai au moins cette chance-là, c'est de m'imprégner un peu de tout. Et ça, c'est passionnant. Donc, et puis, encore une fois, les chiffres, en réalité, je ne sais pas moi qui les manipule. Ce sont des services, des équipes qui sont très spécialisées. Nous, notre job, c'est de donner l'impulsion politique, de donner le signal politique. Et encore une fois, c'est passionnant. Et même dans les périodes un peu contraintes comme aujourd'hui, ça impose de se réinventer, d'imaginer des nouvelles manières de faire, de prendre des chemins qu'on n'aurait jamais pris. Voilà, il faut essayer de rester positif et de montrer qu'on est là. Et je dis souvent, et j'en suis très fier, que on a des services publics régionaux qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, chaque jeune qui est inscrit dans une cantine scolaire, dans un lycée, il mange son repas. Chaque personne qui prend un TER, elle a le service. Songez qu'aujourd'hui, les urgences hospitalières, elles sont régulées, qu'on n'a pas assez de policiers, qu'on n'a pas assez de magistrats. Donc il y a beaucoup de services publics de l'État qui sont en grande difficulté. Ce n'est pas le cas des services publics régionaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on a interrogé nos agents dans un baromètre social dont les résultats sont tombés. Et moi, mon plus grand bonheur, c'est quand je lis que 88% de nos agents sont fiers de travailler pour la région. Ça, c'est une vraie satisfaction. D'abord parce que nous aussi, on est fiers d'eux. Et puis aussi, c'est parce qu'il y a une vraie culture du service public aussi. Et donc ça doit des messages dans cette période un peu compliquée qu'on doit pouvoir envoyer. Donc tout ça, ça gomme un peu la technicité des chiffres. Super. Et on va finir sur ce beau chiffre, effectivement. Donc merci beaucoup pour cet échange. Merci. Très intéressant et à très bientôt.